Donc nous avons le grand plaisir d'écouter Andrea Mariscampo-Guerra. Donc elle est professeure à l'Université fédérale de Minas Gerais. Elle dirige des thèses de doctorat et de mémoire de maîtrise. Elle donne des cours de psychanalyse et dirige le Centre de psychanalyse et de lien social dans le contemporain. Elle est chercheuse en productivité pour le Conseil national de recherche et avec des recherches financées par la Fondation. Elle coordonne aussi un réseau international de recherche en criminologie et adolescence et le réseau franco-latino-américain de psychanalyse et criminologie. Donc elle est vraiment à la croisée de l'adolescence, la criminologie, la psychanalyse. Membre fondateur du réseau interaméricain de recherche en psychanalyse et politique et du groupe de travail psychanalyse clinique et politique de l'Association nationale de recherche postgraduée. Elle est consultante aussi pour le Forum des mesures socio-éducatives de Belo Horizonte. Donc ça veut dire qu'elle est quand même ancrée dans la pratique de terrain avec les jeunes en institutions éducatives. Ajoutons à ça qu'elle est diplômée en droit, en psychologie, formation en psychanalyse, maîtrise en psychologie sociale. Donc si vous ajoutez psychologie sociale, le droit, la psychanalyse, les adolescents, le directeur de recherche et ancrée dans le terrain socio-éducatif, je pense qu'elle est vraiment bien mise pour nous parler non seulement des ruptures sociales, mais aussi du regard qu'on a sur ces ruptures sociales et du sujet. Alors vous allez, je pense qu'Andrea va vous expliquer, mais en fait il y a eu une sorte de lapsus dans les premiers mails, et donc la conférence sur les affiches, c'est le sujet suspect. En réalité, ça aurait dû être le sujet supposé suspect. Et moi, je lui proposais que ce soit le sujet suspecté d'être suspect. Voilà, oui. Je te cède la parole. Oui, merci. Bon, je voudrais remercier à Antoine Masson et à l'Université catholique de Louvain, à partir de laquelle je peux être avec vous. Et au début, il faut dire quelques mots sur le titre parce que le sujet est doublement suspect. En fait, nous verrons ça parce qu'il y a toujours les mouvements en direction à la destruction dans le sujet qu'il peut envoyer dehors. Et donc, il y a toujours la suspicion dedans, dehors, qui fait partie de la construction de l'ennemi. Donc, nous pouvons dire le sujet supposé suspect à partir d'un rapproche avec Lacan, mais nous pouvons aussi accepter l'idée de penser le sujet suspecté suspect qu'Antoine nous a proposé. Et je présenterai l'idée donc de la construction sociale de l'ennemi et du sujet supposé suspect. Et j'écris beaucoup dans des PowerPoint pour que vous puissiez accompagner à cause de la langue. J'ai fait un travail de construction de la présentation à partir de 6 points. Les portraits des ennemis aujourd'hui, le pire est la pulsion de mort, la pulsion de destruction, le narcissisme des petites différences et l'étrange, le prochain et l'ennemi, un peu la nouvelle grammaire néolibérale de l'ennemi, parce que la figure de l'ennemi est changée, pas les structures, mais les formes qu'elle a gagnées dans nos jours, et finalement les sujets supposés suspects. Et j'ai commencé en vous montrant quelques portraits des ennemis aujourd'hui pour situer l'objet, le sujet de notre présentation. Et je pense que l'attentat du World Trade Center du 11 septembre 2001
est certainement le seuil historique d'une nouvelle logique mondiale de composition du lien social par le biais de la construction sociale ou symbolique ou subjectif de l'ennemi. 19 terroristes, vous vous rappelez, d'Al-Qaïda, se sont emparés de 4 avions de ligne. 2 d'entre eux se sont jetés contre les tours du World Trade Center à Manhattan, aux États-Unis. Environ 3000 personnes de 70 pays différents sont mortes. Des civils, pour la plupart, et des milliards de dollars ont disparu avec les bourreaux de l'un des plus importants centres financiers du monde. Le nombre de victimes semble faible, bien que dramatiquement triste et significatif, si on les compare à celui des victimes du mouvement de résistance issu des manifestations du printemps arabe de 2010 dans les pays musulmans qui restent toujours actifs de nos jours. Le printemps arabe est le symbole dans de plus de 10 pays de la lutte pour la démocratie et pour de meilleures conditions de vie suite à la crise économique, au chômage et au manque de liberté d'expression des régimes totalitaires. On estime que presque 400 000 personnes ont perdu la vie dans le cadre de ces conflits et que 6,7 millions de Syriens sont réfugiés. Il y a un peu plus à l'Afrique. Au cours de la décolonisation des dernières décennies, au bas mot, 20 pays africains ont connu au moins un épisode de guerre civile, dû pour la plupart à l'échec de l'importation de modèles de construction étatique de notre pays colonisateur. Les conflits internes, le terrorisme et les crimes organisés sont les grands accélérateurs de la crise économique engendrée par la violence au sein des pays de cette région et l'accroissement des indices alarmants de déplacement des populations. Il y a plus de 3,7 millions de réfugiés et de 11,4 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et plus de 4 millions de morts, notamment du terrorisme. Dans mon continent, dans les Amériques, le conflit colombien est l'un des plus anciens d'Amérique latine et témoigne de l'horreur du conflit armé et découle de la lutte pour le pouvoir interne qui a éclaté entre libéraux, conservateurs et socialistes dans les années 60. C'est une guerre peu intense, classifiée comme ça, et asymétrique entre les gouvernements colombiens, des groupes paramilitaires et des guérillas de gauche, et maintenant aussi des trafics de drogue. Et vous savez que là, il y a une bonne nouvelle, ils sont en train de construire la paix. Il y a des accords dans les pays et la FARC a déjà cessé la lutte armée. Malgré ça, il y a autour de 70 000 morts et des milliers de personnes déplacées. Bon, dans mon pays, Brésil, nous vivons en paix. Même si nous sommes un pays en paix, nous sommes aussi un pays génocidaire. Et si le génocide est un concept très restrict, et nous pouvons dire au moins symboliquement que nous sommes génocidaires de la jeune population noire et des hommes noirs. Entre 2006 et 2016, plus de 553 000 personnes ont perdu la vie à cause des violences intentionnelles qui ont abouti à des homicides. Nous sommes en paix,
je répète. Les résultats laissent le Brésil avec un taux 30 fois supérieur à celui de l'ensemble de l'Europe, même en rapport aux pays qui sont en guerre. Cette violence systématique, structurelle, s'abat sur les corps noirs dans un processus qui a commencé avec l'esclavage et qui atteint sans interruption l'année 2017, au cours de laquelle 75 personnes des victimes d'homicide étaient des personnes noires, hommes et jeunes, entre 15 et 29 ans. Bon, la volonté des peuples en quête de la paix ou de la guerre, j'ai trouvé ça dans un théoricien qui pense les conflits armés aujourd'hui. Il a dit que la volonté des peuples en quête de la paix ou de la guerre est l'élément déterminant qui structure la question du conflit contemporain. Et ils disent aussi qu'il n'incombe pas au système international, à la mondialisation, ni à la culture, aux gènes, à la religion ou encore à Dieu. Mais c'est aux hommes d'assumer la responsabilité pour la paix, parce qu'existera la paix si les hommes la choisissent. Il y aura la guerre s'ils en décident ainsi. La manière dont les intérêts politiques et économiques exploitent les directives culturelles locales conduit à la construction de l'ennemi, ce qui ajoute au progrès technologique et à la militarisation, alliée à la terreur et à la cruauté dans des nanozones de sécurité, dans des pays sous le totalitarisme, donne naissance à des courants d'opposition et renforce l'argument de Schmitt et de Chantal Mouffe à propos de la construction de l'ennemi en tant qu'acte politique souverain, des ennemis absolus qui ne sont pas des adversaires politiques capables de négocier. Mouffe parle qu'il faut passer de l'antagonisme au agonisme pour que les ennemis peuvent être des adversaires qui peuvent parler et pas se tuer. Bon, ce que je veux vous montrer, ce sont surtout les aspects subjectifs et inconscients qui agissent contre la paix. Que cela soit dans l'intensification de la violence, manifestée particulièrement dans le cadre des luttes pour le pouvoir national ou dans des cadres de conflits en lien idéologique ou religieux, et aussi à partir du rejet du pouvoir international pour la dispute des ressources naturelles ou encore pour le contrôle du commerce international. Et malgré tout ça, dans cette présentation, nous nous en tiendrons aux aspects subjectifs et inconscients qui légitiment le discours de haine et de l'élimination massive des populations entières, tout en tenant compte de la dimension politique et économique, bien sûr. Nous mettrons cependant l'accent sur la compréhension de comment nous étayons psychiquement la construction de l'ennemi et comment nous parvenons à vivre en défense et supposément en paix avec toutes ces données choquantes présentées ci-dessus. Dans la matrice freudienne, il y a l'évidence d'un élément structurel qui a été confirmé au long des siècles. La nature conflictuelle à la base de la subjectivité humaine. Alliée aux notions de pulsions destructives et de civilisation en tant que fruit du processus historique de lutte de pouvoir, l'agressivité constituant l'être parlant
elle fait corps avec la base théorique de la construction de l'ennemi. Selon Freud, la construction sociale de l'ennemi et de la guerre s'expliquerait par des raisons logiques, celles du désir de la domination. Et ces raisons s'alimentèrent des affects primaires. Je cite Freud, « Les hommes ne sont pas des créatures gentilles qui demandent à être aimées et qui tout au plus peuvent se défendre lorsqu'on les attaque. Au contraire, ce sont des créatures dotées de pulsions et il faut tenir compte du fait qu'elles contiennent une puissante cote d'agressivité. » Lorsque Einstein écrit à Freud pour le questionner sur le pourquoi de la guerre, motivé par l'initiative du Comité permanent pour la littérature et les arts de la Ligue des Nations entre 1932 et 1933, Freud avait déjà bien avancé dans sa théorie à propos de l'homme et de la culture, de l'inconscient et de l'histoire. Einstein était en quête de moyens pour sauver l'humanité de la menace de la guerre et comptait, il avait bien raison, sur des négociations auxquelles pourrait prendre part un troisième médiateur avec un pouvoir de décision, une plus grande tolérance et moins de persécutions raciales et éthiques. Dans le cadre de sa réponse, encore tellement d'actualité, Freud émet les réponses d'Einstein. En premier lieu, je parle sans, ce n'est pas écrit, oui. En premier lieu, Freud propose de remplacer le mot pouvoir par violence, en soulignant l'antithèse entre violence et droit. Sur le plan politique, bien que la violence individuelle devienne une force collective en communauté, y compris sous forme de loi. Donc il y a la violence dans le droit aussi, pour sa maintenance. Les progrès technologiques corroborent cette exacerbation en remplaçant la force brutale par le support de la technique. Les résultats objectifs seraient la mort ou des prisonniers qui peuvent faire un peu plus d'économie au niveau de valeur de la force de travail. Et de toute façon, c'est toujours donc le désir de pouvoir, les aspirations économiques et la manipulation des masses qui constituent encore aujourd'hui de fortes pressions pour la domination. Cependant, comment la haine et la destruction peuvent-elles prendre une telle ampleur à des fins matérielles et au détriment de la vie? C'est notre question. Comment la vie peut avoir une valeur mineure que le pouvoir ou que des choses matérielles? Ou encore, comment se fait-il que la Boétie se demandait déjà au VIe siècle comment des populations entières pouvaient céder volontairement le pouvoir à des tyrans. En étudiant ces phénomènes subjectifs, dominataires et destructifs, Freud fait face à un élément qui contredit sa première thèse qui affirmait que tout organisme visait la satisfaction de ses pulsions internes en éliminant quelques tensions psychiques. Il identifiait dans son expérience clinique et ses lectures sur les rapports sociaux, particulièrement pour les cas de névroses traumatiques issues de la guerre, une tendance à répéter les malheurs, une satisfaction
dans la tension non soulagée. Je cite Freud, l'hypothèse d'une compulsion à répétition, quelque chose de plus primitif, plus élémentaire et plus instinctif que les principes du plaisir qu'elle domine. Freud va donner à ces phénomènes le nom de thanatos, ou pulsion de mort, en opposition à éros, ou pulsion de vie. Nous avons été conduites à distinguer, il nous a dit, deux types de pulsions. Celles qui mènent ce qui est vivant à la mort et les autres, les pulsions sexuelles, qui sont perpétuellement en train d'essayer et de parvenir à renouveler la vie. Chaque être tend à la mort et ce sera exactement la corrélation des forces entre héros et thanatos qui allongerait la vie ou anticiperait la mort. Cette pulsion destructive peut jaillir de la dynamique avec héros pour le maintien en vie lorsqu'elle se retourne non pas contre le moi, mais contre les objets du monde externe. Freud nous montre la nécessité du commandement chrétien de l'exigence de l'amour pour son prochain, puisque justement, ce n'est pas une inclination naturelle du sujet humain. Il dit, la maxime m'impose des devoirs que je dois être préparé à respecter et pour lesquels je dois accepter de faire des sacrifices. Si j'aime quelqu'un, cette personne doit mériter mon amour d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas naturel, l'amour au prochain. Nous commençons à nous rapprocher de la théorie inconsciente de la construction subjective et sociale de l'ennemi. Pour que mon prochain mérite mon amour, il doit jouir comme moi, être satisfait comme moi et partager mes idéaux. Il suffit que l'autre ait une forme de satisfaction différente de la mienne, ou qu'il tente de limiter ou d'empêcher la mienne, ou encore qu'il menace mon intégrité narcissique par une différence radicale, que je répondrai en projetant mon pire, ma pulsion destructive, en projetant cette pire sur lui. Cette modélisation de l'agressivité dans les liens avec l'autre est ce que Freud appelle le narcissisme des petites différences. Freud constate néanmoins que nous aimons notre prochain car nous obtenons un gain narcissique par le biais de ces dons qui fonctionnent comme un investissement pour le moi. Une personne mériterait ainsi mon amour, dit Freud, si sa façon d'aimer ressemble à la mienne pour les aspects les plus importants, que je puisse donc m'aimer à travers elle. C'est mériter aussi si cette personne est plus parfaite que moi et que je puisse aimer en elle l'idéal de mon propre moi. Les mécanismes de projection, donc, est les responsables de la manière comme nous nous défendons contre l'étrange familier. En se consacrant à l'analyse esthétique d'un ouvrage littéraire, le conte L'homme des Sèbles, le roman L'homme des Sèbles d'Hoffmann, Freud se retrouve face à l'ambivalence avec laquelle nous traitons l'intime et le familier
en mettant en évidence notre division subjective par rapport à l'affect qui surgit de notre rencontre originale avec cette intensité pulsionnelle interne qui est difficile d'être reconnue et d'être dans notre moi comme une partie de nous. Non seulement nous la méconnaissons et ne la dominons pas, mais nous ne parvenons même pas à nous l'approprier et à l'accepter. Cette division subjective produit donc un double, une nouvelle instance de censure qui peut traiter le moi comme un objet à surveiller. Cette double date de l'état très primitif dans lequel le moi ne fait pas encore nettement la distinction d'avec le monde réel et des autres personnes. Il est donc en partie responsable de l'impression d'étrangeté et de répétition provoquée par la sensation d'impuissance lorsque la division du sujet réapparaît dans de nouvelles situations d'impuissance ou d'insécurité. Donc, lorsqu'un pressentiment, par exemple, devient réel, un mauvais regard ou n'importe quelle superstition prend de la force, ou une mauvaise pensée se réalise, ce qui est très souvent en jeu est une intention secrète de faire du mal. Et nous la sentons comme quelque chose externe, magique. La terreur interne s'y projette sur un objet externe pour essayer de remédier à la division du sujet et de donner corps à cette intensité sans représentation qui l'habite et les divise. Ce qui nous semble étrange dans ces cas n'est rien de plus que le retour de peur, d'horreur qui nous habite, sentiments les plus intimes et les plus familiers d'impuissance originale face aux besoins destructeurs que nous ne reconnaissons pas comme les nôtres. Ce qui est expérimenté dans l'étrangeté est le retour de quelque chose de familier qui nie et réprime. Nous connaissons ainsi l'évidence empirique d'une intensité innommable et sombre qui hante chacun de nous. Le destin que nous lui réservons collabore ou s'oppose à la guerre et au conflit violent. Avec les progrès capitalistes, les techniques d'objectualisation de l'humain, de réduction d'expériences d'altérité, de gouvernabilité libérale de la volonté et du corps, de la nanosurveillance dans une rationalité qui exige toujours les meilleures performances et la plus grande efficacité, nous sommes témoins de la compétitivité et de l'élimination de l'opposant, ou encore l'autoresponsabilisation d'un échec ou d'un succès comme n'étant que l'effet de l'individu lui-même. Ce sont des nouvelles que le néolibéralisme nous présente aujourd'hui. Donc, régi par la compétence et par la compétition, nous nous soumettons à la jungle interne de la jouissance, de la loi tyrannique interne du surmoi, qui apparaît comme une liberté de choix individuelle. La marchandisation des relations, l'urbanisation croissante, la concentration des richesses d'un côté et des biens naturels de l'autre
implique une nouvelle forme d'assujettissement aux lois impersonnelles et incontrôlables du capital par un commandement interne, c'est ça la nouvelle, qui sont répartis dans des communautés de jouissance qui se rivalisent et se craignent à partir de sa différence. L'homme contemporain est l'homme libre, entre guillemets, du contrat. De toute façon, il s'organise selon des dispositifs d'efficacité externe, à partir de ces commandements internes. Et à partir de tout ça, d'une manière apparemment, nous pouvons dire d'une manière volontaire, spontanée, mais inconsciente, il supprime les sentiments d'aliénation en pensant qu'il était libre pour décider, mais toujours à faveur de ses commandements externes. Dans ce sens, cette espèce de néo-sujet libéral devient une entreprise de lui-même, dont la performance délimite une jouissance exigée. Je cite Dardot et Laval, l'éthique de l'entreprise a un contenu plus guerrier. Elle exalte les combats, la force, la vigueur et le succès. Et donc, le régime de l'entreprise est allié à une subjectivation financière, au sein de laquelle le dépassement continu et infini de soi, dans une situation d'une espèce d'outre-subjectivation, où le sujet est toujours lancé au-delà du marché des corps, fait de chaque sujet un promoteur inlassable de lui-même, en détriment de l'autre. Le risque d'être remplacé par d'autres plus efficaces transforme les prochains en ennemis immédiats. En travaillant la notion de l'ennemi, Lacan a utilisé la voie de la mise à jour de Freud. Il a sophistiqué et présenté la notion du prochain en se rapprochant de la notion de la jouissance comme effet de la satisfaction du corps, de distribution du plaisir dans le corps. Il situe le prochain comme une extériorité interne. Il crée même un néologisme pour expliquer ces liens qui n'est pas un nom étranger, la notion d'extimité. Je cite Lacan, cette distribution, sa limite intime, c'est ce qui conditionne l'interdiction au centre de ce qui constitue ce qui nous est le plus proche, bien que cela soit externe. Il faudra créer le mot extime pour désigner ce dont il s'agit. Freud, à son tour, introduit ce terme de proche, d'intime, de familier, par le biais de la fonction de Nebenmensch, ses voisins proches ou l'autre côté, qui est la première présentation de l'autre, de l'altérité en tant qu'altérité qui s'immisce dans la relation du sujet avec lui-même pour lui enlever une action spécifique d'affect et de représentation de la situation originale d'impuissance et de l'introduire dans un monde symbolique. Il s'agit de la plus profonde ambiguïté car nous ne savons pas comment les situer. En rapport à ça, Lacan se demandait où existera-t-il quelque chose qui me soit plus proche en dehors de ce centre de moi-même que je ne peux pas aimer. Et il répond, c'est une extériorité
jaculatoire qui identifie cette chose qui fait de ce qui m'est le plus intime est justement ce qui m'oblige à ne pouvoir le reconnaître que du côté externe. Donc le moi, c'est toujours un autre. Le prochain, continue Lacan, est l'imminence intolérable de la jouissance. Alors, il devient un objet étrange et hostile qui comporte un élément inquiétant, chez Freud, unheimlich, responsable de l'installation d'une étrangeté structurelle en lien avec la dimension d'altérité. Donc, l'autre est toujours le plus intime, le plus étranger, comme le moi. Il devient le réel inexprimable de ma jouissance obscène. C'est cette force qui est mobilisée dans la haine, dans la matrice de la construction sociale et symbolique de l'ennemi. Elle n'a pas de limite lorsqu'elle est incitée, lorsqu'elle explose et qu'elle s'externalise. Comment cette force interne qui hante le moi se retourne-t-elle contre un objet externe, que cela soit une personne, un peuple, une ethnie ou une race? Lorsque Freud analyse les commandements judéo-chrétiens aimer ton prochain comme toi-même, nous voyons qu'il souligne non pas le don d'amour gratuit et universel à sa base, mais tout d'abord le narcissisme, comme nous venons de voir. Et en fait, l'étrange est indigne de cet amour et il fait même l'objet d'hostilité, voire de haine. Ceci, je cite Freud, parce qu'il n'hésiterait pas à me nuire, cela ne le dérangerait pas de se moquer de moi, de m'insulter, de me calomnier et de me montrer la supériorité de son pouvoir. Si au contraire, l'autre m'offre de la tolérance et de la considération, je suis même capable de lui en offrir le même en retour. Par contre, dans l'intimité, celui qui jouit de manière différente que moi éveille mes soupçons et ma peur. Donc, aimer ton prochain comme il t'aime et aimer tes ennemis signifie presque la même chose dans la matrice conflictuelle de Freud. Je le cite. Par conséquent, le prochain n'est pas seulement une aide potentielle ou un objet sexuel, mais aussi quelqu'un qui essaie de le satisfaire par son agressivité, qui explore ta capacité de compensation en utilisant seulement sexuellement sans ton consentement, qui s'approprie tes biens, t'humilie, te fait souffrir, te torture et te tue. Homo homini lupus. Qui aura le courage de discuter cette assertion face à son expérience de vie et d'histoire? J'ai mis ces deux figures là. Et ce sont les figures de mon pays. L'esclavage au-dessus, quand elle était permis au Brésil, et au-dessous, l'esclavage d'aujourd'hui, quand elle n'est plus permis. C'est interdit, mais il y a encore le travail esclave de mon pays.
Les données fournies au début de ma présentation aussi nous empêchent de nier cette affirmation freudienne qui est difficile à accepter et confirmer. C'est aussi pour cette raison que Lacan dit que la matrice de toute fraternité est la ségrégation. Nous créons des communautés de jouissance et nous excluons toute forme différente de satisfaction qui nous menace. De nos jours, avec l'accumulation du capital, alliée aux impacts du progrès scientifique, quelque chose s'est modifié dans les liens sociaux et a produit une nouvelle grammaire de l'ennemi. La jouissance se compatibilise avec les effets mortifères et du surmoi, subjugé et incité par ces commandements internes dont Freud dit qu'ils se retournent contre le moi, divisé pour les domestiquer. Cette injonction interne, le surmoi, est actuellement au service du capital, de l'accumulation et de l'aliénation. De cette façon, les intérêts du marché mondial ne sont pas mis en évidence et nous nous croyons libres de nous opprimer. Nous ne parvenons pas à voir ce que nous produisons, ni mettre un nom sur ce que nous faisons. Le maître contemporain n'est pas localisable. Ce n'est pas non plus ton ennemi principal qui prend donc la forme du terrorisme. Face au progrès de la technologie qui sait tout, la vérité et les mensonges ne sont plus discernables face au réel qui se répète sous la forme d'images d'horreur au sein de cette ère de la post-vérité. L'ennemi absolu devient une tâche obscène et floue, identifiée seulement par des drones. Donc, nous pouvons nous demander, avec la terreur de la jouissance externalisée et incarnée par la figure du terrorisme, si ça peut nous indiquer qu'il y a un autre prochain suspect et une relation sociétaire basée sur la méfiance. Il existe de nos jours un régime qui favorise l'isolement dans des petites communautés de jouissance ségrégationnistes et pluralisées dans ces manifestations et dans ces formes esthétiques et éthiques de vivre, à partir surtout de l'exil et de la solitude. La suspicion, comme logique motivatrice de l'ennemi, sera la dernière partie de notre exposition. Nous vivons pourtant actuellement une crise sociétaire au niveau du contrat social, issu de l'hyper-individualisme et de la relation massive de jouissance avec les objets. Et cette crise a des impacts sur la façon dont le lien social est disposé, comment la trace de l'autre est éliminée et comment s'installe une relation de suspicion envers son prochain, concurrent ou ennemi, qui se détache de la pluralité inconsistante du symbolique, ainsi composé comme des îles dans l'océan du réel, dans l'actualité. Et comme nous l'avons vu, le fondement du lien avec l'autre naît de l'internalisation de l'autre prochain, comme une figure symbolique, en reprenant ce que j'ai parlé, et qui fait partie de moi au moment de l'acquisition primaire des premiers indices de langage, en produisant une intensité au même temps que des significations. Ça produit une intensité sans signification qui reste comme satisfaction pulsionnaire, mortifère dans le corps. C'est pour cette raison que le moi est toujours en conflit. De cette matrice originale découlant les liens émotionnels de l'amour et des identifications en tant que forme primaire du lien social. Les relations qui s'établissent avec les autres seront issues de cette matrice. Les relations amoureuses, amicales, les liens professionnels, politiques. D'ailleurs,
même les liens transférentiels de travail psychanalytique découlent de cette source. Il existe donc une barrière contre l'horaire que nous ne dénommons pas par le biais de ces liens, bien qu'ils soient stables et durables. Et la suspicion de notre période moderne est venue de toutes les instabilités au niveau social. Et donc, c'est la suspicion et pas la confiance qui nous ajoute. La suspicion, en tant qu'anticipation insistante d'un savoir non démontrable, se manifeste lorsque l'on ne se sent pas en sécurité, lorsque quelque chose de négatif s'anticipe. Donc nous pouvons voir, il n'y a pas de narratif humanitaire universel. De l'autre côté, le terreur du terrorisme, il n'est pas aussi localisable. Et donc, nous sommes presque toujours dans une espèce de sentiment d'insécurité. Et c'est la suspicion, la réponse subjective, parce que le terreur nous habite dedans nous aussi. Et donc, il faut nous protéger de nous, et nous faisons ça en projetant ces sentiments chez les autres, qui ne sont pas pareils à notre mode de jouir, qui n'ont pas pareil à notre mode de jouir. De cette façon, en laissant une certaine marge, nous pouvons l'inscrire, la suspicion, entre le savoir et la croyance, comme une croyance basée sur la méfiance. À partir de ce point de vue, la méfiance qui surgit dans les transferts négatifs, pas seulement avec un psychanalyste, mais avec quelqu'un qui sur lequel je projette mon pire. La méfiance qui surgit dans les transferts négatifs semble détruire les fondements de l'expérience de partage, de solitude, de amizade, j'ai oublié les mots, pardonnez-moi. Son point, amitié, merci. Son point commun avec la confiance est l'anticipation. Je m'explique. La suspicion, en tant que modalité épistémologique, demande à être vérifiée, non seulement au sujet de ce qu'il s'est passé, mais également en ce qui concerne la suspicion en soi, car nous n'en avons pas de preuve. La confiance a la preuve, la méfiance non. Donc nous sommes relancés à chaque fois au sentiment de méfiance plus fort. Nous pouvons situer la suspicion dans le cadre d'une relation de doute du sujet à propos de lui-même. Ce doute subjectif au sujet de sa valeur est situé dans une zone d'évaluation créée par le sujet à lui-même, de ses capacités et de son être, par rapport à un idéal qui lui sert de repère. Comme la question adressée à l'autre, celle que le sujet se pose à propos de lui et de sa valeur, lui revient de façon inverse, nous pouvons considérer que cette suspicion et toute la série de manifestations hostiles se définissaient comme un transfert négatif, comme une réponse au message de dévalorisation que le sujet suppose venir de l'autre. La suspicion se manifeste lorsque l'on n'est pas sûr de quelqu'un.
quand il y a quelque chose que l'on ne sait pas et que l'on anticipe mal et du point de vue négatif, ce qui réveille le sentiment d'étrangeté qui contient la terreur de la jouissance qui nous habite. Dans des grandes villes, nous pouvons les sentir presque pendant tout le temps, quand nous marchons à la rue, quand nous sommes seuls dans des cafés, parce que ce sont les autres toujours les étrangers de nous. C'est différent quand nous habitons des petites villes où tout le monde connaît tout le monde. Mais nous sommes avec la sensation de protection. Comment savoir de qui nous ne disposons pas de preuves? La suspicion n'est pas démontrable. C'est pour cette raison qu'elle est insistante. Lorsque nous avons des preuves, nous pouvons clore le sujet. C'est ainsi que la suspicion, qui ne dispose pas de preuves au sujet de l'autre, oblige à avoir un regard vigilant, de maintenir l'autre en jeu, justement parce que l'on ne sait pas à quoi s'attendre de lui. C'est la différence entre voir d'un bon œil et avoir à l'œil. La suspicion laisse donc une marge ouverte. Elle est située entre le savoir et la croyance et se nourrit de la méfiance qui produit une anticipation par rapport à que savoir, une interprétation maléfique qui occupe l'espace de la propre interprétation. C'est le cas justement lorsque nous mobilisons dans cette construction notre modélisation de jouissance par rapport à d'autres modes différents de jouissance qui nous menacent. Nous renvoyons à l'autre, suspect notre haine, avec l'intensité qui habite notre être. Dans mon pays, ce genre de sentiments arrive à chaque fois que les blancs sont devant les noirs. C'est le noir au Brésil qui est au centre de la haine d'une manière silencieuse et déniée. La manière dont le régime néolibéral et mondialisé mobilise dès l'intérieur ce que nous avons de pire, sous le commandement du surmoi, qui exige des performances de succès au prix de la destruction de l'autre, de l'exploration de l'environnement et de la suppression radicale de la différence, sont les témoins de ces phénomènes subjectifs d'aliénation de notre époque qui est à la base de la construction de la figure symbolique de l'ennemi. Comment lire aujourd'hui ces messages inversés quand le sujet est projeté face à l'autre dans des situations propices à la guerre ou au conflit armé? Oui, nous pouvons aller, je voudrais dire quelques mots, mais nous pouvons passer à la conclusion. Selon Lacan, une image authentifiée par l'autre surgit lorsque le sujet se demande qui il est. Cependant, l'image n'est jamais reflétée entièrement pour les mêmes raisons par lesquelles le langage ne appréhende pas la réalité vécue, mais crée néanmoins un manque, une faille. Dans cette science, le sujet supposé suspect et le sujet suspect et projette son pire sur l'autre. C'est la naissance du sujet supposé suspect, orienté par la nouvelle grammaire de l'ennemi. Des intérêts absolument externes au sujet, à savoir les intérêts des marchés mondialisés, assoiffés des ressources naturelles, des puissances financières ou même politiques locales,
ces inclinations à ambitions diverses et complexes retombent sur le corps individuel et actionnent la jouissance démesurée et non contenue qui l'habite intensément, sans qu'il soit nécessaire que les sujets se rendent compte de cette opération aliénante. Il vit avec les autres comme des sujets supposés, suspects, à cause de ça. Elle semble se fonder au contraire sur des décisions émancipées et des libres arbitres. Au sein de cette image de liberté, le désir n'est pas seulement voilé, mais essentiellement lié à une absence qui gagne sens et peut ainsi prendre une forme politique qui répond pour chaque période historique à une corrélation des forces hiérarchiques dans un système de pouvoir. Cette corrélation peut surgir au début du conflit armé des FARC ou des ENL en Colombie, dans l'identification des Hutus contre les Tutsis à l'Afrique, sur le continent africain, ou encore remettre au terrorisme de l'État dans le cadre du mouvement de libération basque en Europe. Face à l'inconsistance de l'autre et au maître moderne qui ne souffre plus sous l'insigne des grandes narratifs émancipatrices qui fonctionnaient comme des maîtres signifiants pour nous orienter, le sujet occupe ce vide avec la jouissance absolue, directement liée aux objets de consommation et à la construction parfois des ennemis imaginaires absolus qui affaiblissent l'économie et éliminent la main-d'œuvre. Agamben parle de ce genre de population qui peut être mort sans quelques droits pour les assurer la vie des homo sacer, une figure juridique d'une époque de passage du droit religieux au droit romain. L'homo sacer n'était pas protégé ni pour les droits religieux ni pour les droits romains. Donc sa mort n'était pas un crime, dont une grande réserve n'est plus nécessaire aujourd'hui pour réguler sa valeur des marchés. Les égaux s'éliminent entre eux sans avoir besoin d'une guerre explicite. Parfois, elles sont explicites. Le plus de jouir en tant que plus-value est devenu comme une mémoire de cette nouvelle époque historique et dont le legs est le terrorisme d'État en tant que figure métaphorique de l'ennemi absolu. Contre lui, pour que le pessimisme ne nous envahisse pas comme une léthargie, il nous reste les liens solides et durables, l'éducation par la citoyenneté, l'amour de la vie communautaire, contre la tendance d'un corps pour la mort, et l'évolution culturelle qui crée des transferts de satisfaction, des déplacements pulsionnels, selon les solutions freudiennes. Des changements éthiques et esthétiques, nous pouvons l'ajouter avec Rancière, et des logiques grammaticales de solidarité qui ne soufflaient pas avec les profits. Déplacer l'essence de l'ennemi qui repose sous ses corps et mettre en évidence les réels traumatiques, économiques, politiques et sociaux, en jeu dans les processus civilisateurs, fournit la condition pour d'autres noms et logiques puissent fournir la condition pour que d'autres noms et logiques puissent dévoiler les réels et consolider des autres savoir-faire avec ce qui reste sans signification dans les expériences banalisées des existences si chères. Pour conclure, réduite la floraison imaginaire et une fois constituée
les noms du réel, néolibéral et mondial en cours, parce qu'il y a beaucoup de noms pour les placer et pour que nous puissions voir quel est le vrai antagonisme. Ce n'est pas l'antagonisme du prochain, mais d'un système cruel qui peut nous tuer. Quelqu'un de nous, si nous marchons dans la rue au moment d'un erreur, je peux dire, où un acte de terrorisme passe, nous serons la victime. Nous sommes tous là. Ce n'est pas seulement l'un ou l'autre pays, c'est partout. Et donc, il faut nommer l'ennemi. Et l'ennemi n'est pas le prochain. Et pour ce qui reste, dans l'enjeu politique de passage de la relation des suspicions qui consolide l'ennemi absolu pour formuler de nouvelles questions qui puissent, dans son originalité, indiquer aussi de nouvelles voies de sociabilité et de subjectivité à notre époque. Je pense que cette bataille est plus intéressante. S'il faut être en guerre, je pense que nous préférons faire la guerre contre le vrai ennemi. Et c'est l'invitation que je vous laisse. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc il nous reste un bon temps de discussion. Je ne sais pas si... Sinon, je me lancerai, mais... Oui. Voilà. Bon, je ne vais pas dire aussi bien que toi, hein, mais... Bon, ce que je trouve quand même intéressant, c'est quand même cette idée qu'a introduit la psychanalyse, que quand on suspecte quelque chose chez l'autre, c'est quand même la part obscure de soi-même que l'on voit chez l'autre. Alors si cette part obscure est ce qui nous donne la promesse à partir de ce qui n'existe pas, alors c'est l'amour où on dit que l'autre nous donne ce qu'il n'a pas, que l'on n'a pas, etc. Ici, cette part obscure, on la refuse, alors c'est quand même la haine, etc. Mais alors, à partir de là, moi j'avais envie de te poser un peu la question, qu'est-ce qu'on devrait en retirer comme enseignement sur quelque chose qui serait désamorcé? Désamorcer, c'est quoi? Débarrasser? Enfin, ou déminer. Quand on a une mine, il faut faire en sorte qu'elle n'explose pas. Il faut désamorcer le cercle vicieux de l'autre qui représente la part haïe de soi-même. Alors, désamorcer, j'entendais peut-être deux choses. D'abord, désamorcer la suspicion elle-même, parce que la suspicion est une impasse totale dans ce que tu présentes, puisque la suspicion met chez l'autre la part avec laquelle on devrait quand même apprendre à cohabiter, mais comme elle est chez l'autre, il n'y a aucune chance qu'on puisse cohabiter avec. Donc désamorcer la suspicion, et puis désamorcer aussi le supposé suspect. Parce que quand on écoute l'actualité de manière très très simple, il y a quand même quelque chose qui est quand même très vexant et qui montre quand même l'impasse. On est dans une société où on dit que tout voudrait être un peu trop beau que pour être honnête. Il faut bien que ça explose quelque part, mais alors où? Alors on a des fichiers S, je ne sais pas comment ça se dit chez vous. Fichiers S. Donc les fichiers S, c'est les fichiers suspects. Donc c'est les individus qui seraient susceptibles ou suspectés d'un jour pouvoir déposer une bombe. Alors, quand il y en a un qui dépose vraiment une bombe et qu'on fait un retour en arrière, on découvre que la plupart du temps, on avait effectivement bel et bien suspecté. Mais dans tous ceux qu'on suspecte, on n'a aucun indice, en tout cas moi je n'en connais pas, pour savoir lequel parmi les suspects va pouvoir déposer la bombe. Donc ça met quand même dans un climat vraiment étrange, où il faut vraiment que la population soit très très solide pour ne pas devenir psychotique, parce que si tout le monde si on a une série importante de fichiers S, mais qu'on n'a aucun moyen pour savoir lequel un jour pourrait le faire,
il y a de quoi devenir littéralement paranoïaque. Enfin, mais, heureusement, il n'y en a pas trop qui deviennent paranoïaques, mais il y en a quand même qui deviennent paranoïaques. Donc il y a cela, et puis il y a aussi, il me semble, quelque chose que tu as amené, c'est que si, parce que celui que l'on suspecte d'être suspect, il est comme tout le monde. Il a aussi une part qu'il déteste en lui-même. Et donc, celui qui est supposé suspect, de lui renvoyer en miroir la part où il est suspect, ne peut que le rendre plus susceptible de faire ce dont on le suspecte. Puisque quand même, ça c'est René Roussillon qui expliquait très bien à une conférence qu'en fait, il ne faut pas oublier que le terroriste est d'abord un terrorisé à l'intérieur. Et que la plupart et que le terroriste n'est pas celui qui veut la terreur. En fait, il se protège de la terreur qu'il a à l'intérieur de lui en l'extériorisant. Donc là, on a quand même une sorte de défi de prévention à 3 niveaux. Essayer de sortir de cette suspicion cancéreuse qui est une sorte d'hypocondrie. C'est Robert Musil là, qui disait qu'une société malade de l'ordre était au niveau collectif l'équivalent d'un hypocondriaque très très atteint, qui ne pouvait pas se lever le matin sans vérifier les petits boutons qui pourraient devenir des cancers ou des choses pareilles. Donc c'est ça, essayer de savoir parmi les suspects lesquels il faut cibler, parce que c'est pour nous très compliqué, et si tant est que les suspects soient vraiment dangereux, comment ne pas les rendre plus dangereux par la suspicion. Parce que, puis après je m'arrête, mais par exemple cette idée des fichiers S, quand on a un thérapeute d'adolescence, c'est un paradoxe absolu, parce que c'est l'équivalent d'une famille où on a un adolescent que l'on suspecte de faire des bêtises et où les parents l'observent faire des bêtises et ne peuvent pas lui dire qu'on sait qu'il fait des bêtises. Eh bien, dans toute famille normalement constituée, un adolescent que l'on suspecte de faire des bêtises, mais à qui on ne dit rien, et on le regarde pour voir s'il va faire une bêtise, il y a toutes les chances qu'il fasse la bêtise que l'on attend qu'il fasse, ne fût-ce que pour se faire reconnaître. Il y a une invitation. Et donc, instaurer au niveau social des fichiers S qui ne savent pas qu'ils sont fichiers S et dont on attend de savoir quand ils vont commettre le délit est quand même une sorte enfin, qui n'a aucune chance de désamorcer. Voilà, je ne sais pas de question, non, mais nous pouvons parler un petit peu sur tout ça. Et je voudrais seulement demander en avance que vous me pardonnez à cause de mon français. Parce que je ne parle vraiment bien et j'invente des mots, ok? Pour me faire comprendre. Mais les mots que tu inventes sont plus justes que les autres. Peut-être. Poétiques. Nous sommes d'accord qu'elles sont plus poétiques. Oui, métaphoriques parfois. Parce que je cherche dans ma langue maternelle, dans le portugais, quand je n'ai pas les mots français. Et j'irai commencer à parler avec vous, Antoine, à partir de mon expérience avec les adolescents délinquants au Brésil. Parce que le sujet supposé suspect est une construction qu'un adolescent m'a offert. Je faisais avec les élèves des conversations dans des dispositifs de mesures socio-éducatives où les adolescents sont privés de la liberté. Au Brésil, il y a les espaces privés de liberté, les espaces avec une liberté partielle et les mesures ouvertes. Il y a les 3 types.
Et donc, j'étais dedans, un bâtiment qui accueille les adolescents qui sont privés de la liberté. Et un adolescent, en discutant des questions sexuelles, c'était le trouble dans ce service. Et le chemin de parole a touché un autre côté qui est sexuel au niveau de l'agressivité. Et ils ont commencé à parler du crime et pourquoi le crime était important pour eux, parce qu'ils apprenaient à vivre dehors, dans la société. Et donc, il m'a dit, vous savez, pour nous, c'est comme ça. C'est comme si à chaque fois que je sors d'ici, je m'habille avec une chemise où il y a un... Quand nous faisons... Il y a une cible. Et tout le monde sait qui je suis. Je suis l'ennemi. Je peux les voler. Et donc, je lui ai dit, bon, il faut donc retirer la chemise. Il m'a dit, c'est pas moi qui m'habille de ça. Ce sont vous. Et il était vraiment un adolescent qui a aperçu quelque chose de très riche et très important au niveau du contrat social que je représentais de l'autre côté, en rapport à lui. Et après quelques rencontres, il y a eu des autres adolescents qui nous ont enseigné à travailler à partir de ça. Donc, je peux vous dire qu'il faut penser toujours à partir d'une espèce de dialectique. Ce n'est pas dialectique, la dialectique hegelienne, vraiment, je ne suis pas sûre, mais il faut penser d'une manière dialectique. Parce que les cycles imaginaires sur lesquels vous êtes venu de parler, non, vous êtes venu de parler, il se nourrit de deux côtés. Et dans les expériences de ces jeunes, ils sont toujours en face d'un autre qui les abandonne, qui les voyait comme des suspects. Et dans mon pays, malheureusement, ils sont vraiment abandonnés, inclus pour sa mère. Et donc, ils passent une vie dans des institutions ou placés, ou même dans des institutions comme l'école, en recevant toujours des yeux de méfiance. Et donc, j'ai appris qu'il faut commencer en assumant que nous sommes les yeux qui veut les tuer. La sensation, l'expérience de sécurité est venue en fait, de l'exclusion. Il ne faut pas être avec eux pour que nous puissions vivre vraiment en paix. Si je vous dis à l'Europe, j'irai retirer tous les terroristes qu'il existe parce que j'ai une boule magique, je peux savoir qui sont les terroristes. Donc, j'irai retirer. Je suis sûre que tout le monde va être un peu plus heureux. Dans mon pays, ce sont les Noirs qui sont la menace, comme je vous ai dit, les Noirs pauvres. Au point
qu'un médecin noir peut dire, quand j'étais noir, je souffrais beaucoup. Maintenant, je suis médecin. Une personne qui a sa peau noire. C'est une violence interne très difficile d'assumer quand nous sommes blancs dans mon pays. Donc, je pense que le premier pas, c'est d'assumer qu'il y a un désir de mort. Et après ça, ils m'ont enseigné, les adolescents aussi, qu'après que nous sommes ce que nous sommes, en assumant quelque chose, même si nous ne pensons pas comme ça, même si nous, personnellement, ne sentons pas comme ça, mais nous incarnons un autre pour eux. Il faut être authentique dans ce niveau de la lecture structurelle. Et après ça, ils commencent à avoir ce qu'ils disent au Brésil. Je vous fais confiance. Ils disent, vous avez un mot presque la même au Brésil. Après ça, ils nous disent, je vous fais confiance, je peux parler avec vous. Vraiment. Et donc, je dis qu'il faut avoir un pas arrière, de l'autre, un rapport au sujet, et après, notre différence peut apparaître. Parce qu'il y a vraiment une différence. Et sa différence, au niveau de la clinique psychanalytique, parce que nous les écoutons dans la clinique, dans des favelas et dans des institutions. Nous faisons des travaux différents. En chaque espace, ce sont des travaux avec des groupes, avec la communauté, avec les sujets lui-même. Mais après, j'utilise une figure de la psychanalyse, de la mathématique, c'est la bande de Moebius. Je ne sais pas si tout le monde les connaît, mais c'est une chose comme celle-ci que Lacan a utilisée pour dire que nous sommes les sujets de l'inconscient et que nous sommes, comment je peux dire, le monde intérieur, c'est le monde de la langage. Donc, c'est aussi la manière comme nous nous présentons, quelque chose comme ça. Nous pensons ici que nous sommes à l'intérieur de la, comment s'appelle ça, de la bande, oui. Mais si nous faisons tous les chemins, nous sommes dehors. Dedans, dehors, ce sont les mêmes plans. Et si nous coupons ça, bien à côté de la fin de la bande, nous pouvons avoir un lien avec le reste, avec la haine, la pollution destructive. Nous pouvons la produire. Et ça fait lien entre les gens. Donc, nous pensons qu'il faut il faut faire un parcours avant de pouvoir reconnaître la différence. Et donc, là, il y a le deuxième travail, qui est travailler la différence entre nous, c'est la première, le premier travail. Et après, la conférence du sujet en rapport à soi-même. Et c'est là que l'aine peut apparaître. Et dans une situation, j'étais avec pas jupe, quelque chose comme une jupe avec comment ça s'appelle, où nous mettons la main? Poche, une poche. Et un adolescent s'est levé et a touché ma poche. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et donc, il m'a dit, oh, c'est l'habitude, pardonnez-moi. Il a une automatisation qui, quand je montre la différence, il peut penser qu'il y a quelque chose dedans moi. Ça a été ça que nous avons commencé à travailler. C'est que vous habitez, que c'est qui ça qui t'habite. C'est que se passe là. Et il y a des actes qui montrent ça. Parfois, il y a des mots. Et donc, c'est le deuxième niveau. Et nous travaillons ça aussi
comme psychanalyste, nous faisons notre propre analyse, hein, pour ne pas nous identifier ni au dominateur, ni à la victime, bien sûr, parce qu'il faut soutenir vraiment une position de responsabilité. Et donc, le second travail, donc, ça peut être possible avec les sujets, chaque sujet, mais il y a un troisième pas. Vous avez bien noté ça, qui est au niveau de la société, faire un travail de demander quelle est la responsabilité de chacun. Qu'est-ce que vous faites contre, à faveur, indifféremment, ça existe, indifféremment. La vie passe et si le terrorisme ne m'attaque pas, meilleur. C'est pas à moi, ça. Et le troisième travail, donc, c'est pas exactement une dénonce, je pense, mais ce sont des constructions discursives. Parce que nous sommes prises dans des discours aussi. Les supposés ennemis, les sujets supposés suspects sont tout le monde. Et donc, je pense que le troisième point, est un travail de faire chaque personne comme communauté peut savoir avec sa responsabilité et ce travail implique un travail plus, c'est pas médiatique, mais plus large, qui est entre deux, par exemple, ou seulement entre les soins et les publics visés par les politiques publiques, par exemple, mais c'est un travail au niveau des discours. Et c'est à cause de ça que je voudrais dire que nous étions avant, ici, nous étions avec les doctorants et j'appréciais vraiment beaucoup la manière comment les recherches marchent ici, parce qu'elles dévoilent au niveau du discours scientifique, qui peut légitimer tout ça et trouver les vrais suspects scientifiquement validés. Vous faites ici un travail vraiment riche de dévoiler, c'est ça, dévoiler tout ça. Je suis enchantée avec le travail de recherche de l'Université catholique que Antoine. En tout cas, merci beaucoup pour la réponse, parce que ça vient un peu nuancer quelque chose qu'il y avait dans la avant-dernière, je pense, je ne sais plus laquelle. Ah oui, où tu disais, il nous reste à développer l'éducation, la citoyenneté, l'amour, etc. Mais ça peut être un piège, parce que ça peut être le fait qu'alors, vraiment, nous, on est bien. Nous, on a développé l'amour, et alors eux, ils sont mauvais. Donc je trouve que c'est important que tu aies remis que cette idée que le premier pas est quand même de dire qu'on est tous porteurs d'une part obscure qu'on doit assumer, parce que si on est dans l'idée d'être de mieux en mieux, on risque alors d'être comme ce médecin qui n'est plus noir. Et comme parce qu'il y a quelqu'un qui travaille avec Andrea qui s'appelle Renato Sarriedine, voilà, et qui a fait une thèse sur la violence policière à l'égard des jeunes des favelas. Et alors son hypothèse, que je caricature vraiment trop, c'est que les policiers qui représentent l'État brésilien ont gardé une culpabilité vis-à-vis des Portugais et des Noirs qui ont été exploités avec l'esclavage, etc. Et que quand ils voient les jeunes des favelas, ils revoient un certain roi un peu fou qui était parti à la guerre et qui est mort très très vite, qui est San Sebastian. Et donc inconsciemment, ils voient dans les yeux des Noirs le noir qu'ils ne veulent plus être et dont ils se sentent coupables de l'avoir tué. Donc c'est très très dangereux d'être blanchi, pour le dire de manière un peu
Mais nous utilisons ces mots-là. Oui. Ici, ce sont les solutions freudiennes. Je crois qu'ils sont dans les tests « Pourquoi la guerre ?» oui. 1933, je crois que c'est... Freud, en fait, il croyait que la culture, l'éducation peuvent, c'est vrai, peuvent nous amener dans une esthétique de vue différente. Mais, comme j'ai choisi cette figure d'une arme qui se transforme, qui est devenue oui, pour une flûte, c'est ça? Pas une flûte, une trompette, oui. C'est dans un mur, c'est une, comment s'appelle ça? Oui, un graffiti. Un graffiti, merci. C'est un graffiti, oui. Et pour penser que ça garde de toute façon l'arme. Il y a quelque chose que nous pouvons faire avec les conflits. Et quand je dis ici, savoir faire d'une autre manière, avec ce qui reste, parce qu'il reste toujours le désir de domination, la pulsion destructive, il reste toujours dedans nous. Oui, il ne faut pas que nous oublions de ça, oui. Et je peux vous dire deux choses à partir de la thèse de Renato. Fidia Siqueira, beaucoup de choses sur lesquelles je vous parle, je vais répéter ça, appartient à d'autres personnes. J'ai une très grande équipe de travail, de recherche, il y a une quarantaine de personnes. Donc, beaucoup des idées, parfois elles sont venues de moi, parfois des élèves, de master, de doctorat. Donc, je parle en nom propre, mais à partir d'une pluralité de voix. Okay? Et Fidia Siqueira a fait son master sur le racisme au Brésil et il a accompagné un adolescent qui a été un adolescent délinquant. Après, il travaille aujourd'hui il est devenu un officier, il travaille à des ateliers aujourd'hui. Et il nous a raconté une histoire très choquante où, quand il était enfant, il était dans un arbre en mangeant des mangues, dans l'arbre même. Et les policiers sont arrivés et ils ont dit: vous, macaco, macaque. Vous, macaque, un policier noir est arrivé, je m'oubliais de dire ce détail le plus important de la scène. Un policier noir a dit: vous, macaque, descends. Et vous, était les blanches, retournez à la maison. Il y avait 5, 2 noirs, 3 blancs. Comme Lacan, mais d'une autre façon, je pensais maintenant ça. Le temps. Logique. Mais il savait que ces 3 blancs n'étaient pas coupables. Ils n'ont pas été ils n'étaient pas sous suspicion. Il a commencé le travail de la police violent qui menace la population de mon pays de les conduire à la prison. Parce qu'il était dans un arbre et en mangeant la mangue. Dans mon pays, il n'y a pas des arbres aujourd'hui, pas du tout. Et quand elles sont là, à la rue, beaucoup de gens font comme ça. Mais je veux dire qu'au niveau du surmoi blanc, de l'homme, de la femme blanche, et de l'homme et de la femme noire,
c'est les blancs européennes qui est l'idée, l'image idéale, l'image de l'être humain pour nous est l'Européen blanc. Ça veut dire que pour moi, c'est difficile de penser ça. Quand je parle ici, par exemple, il faut traverser toute l'autre mer pour être ici et parler avec vous comme si j'étais en équivalence. Ce n'est pas évident quand nous sommes de l'Amérique latine, parce que je suis venue ici pour faire mes études il y a quelques années. Donc, revenue dans cette position, ce n'est pas évident pour moi que je suis la personne qui va parler quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas assez difficile comme pour un noir qui doit penser qu'il est blanc. Parce que ça, c'est une souffrance dans le corps. Vous voyez? C'est très difficile de penser que dans le corps, vous portez les pires. Il y a un autre exemple, seulement pour conclure. Il y a un census démographique. Au niveau, à chaque 4 années, ils font un census démographique. Ça existe ici? Un recensement. Recensement. Et le monsieur qui était en mettant les bonnes réponses a visité une professeure à l'université de São Paulo et il a marqué blanc et elle est noire. Elle a dit non, pas du tout, je suis noire. Il a dit, mais vous êtes professeur à l'université. Bien, ben voilà, je pense qu'il est l'heure. On Oui. peut terminer sur cette question de la conversation, qui est quand même quelque chose d'important. Et donc, merci de nous avoir Oui, merci apporté à tout ça. vous.